C'est en avril 2016 qu'a été déposé le premier permis de construire BIM de France. Un ensemble de logements locatifs sociaux à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, pour Emmaüs Habitat. Clément Lhomme, directeur du développement de la maîtrise d'ouvrage chez Emmaüs Habitat, et François Pellegrin, architecte urbaniste, fondateur de l'agence architecture Pellegrin, président d'honneur de l'UNSFA, pionnière dans l'utilisation de maquettes numériques, ont porté ce projet et nous racontent la genèse de cette expérience inédite et exemplaire. Eh bien, on va attaquer maintenant l'illustration du permis de construire numérique, qui était le premier permis de construire déposé en France il y a quand même plus de 4 ans, puisque c'était en mars 2016. Les acteurs qui ont joué cette remarquable pièce sont le PTNB, Plan de transition numérique du bâtiment, la ville de Bussy-Saint-Georges, l'EPAMarne et surtout le maître d'ouvrage Emmaüs Habitat, Architecture Pellegrin, Landact, paysagiste, le BET, CET et Coredif, l'entreprise générale. C'était une conceptualisation, mais Clément Lhomme d'Emmaüs Habitat va y revenir dans quelques minutes. À noter que c'était une démarche totalement volontaire, parce que il n'y avait aucune obligation de réaliser du PC numérique dans ce contrat. Néanmoins, on avait avancé l'idée, puisque tout le projet avait été étudié comme tous nos autres projets en 3D et en BIM, et donc ça nous semblait naturel, et on a vu que tout le monde accrochait à cette idée performante, y compris la ville de Bussy-Saint-Georges, qui était très attentive à cette initiative. Voici, ça c'était pour rappeler les faits et la lettre de Bertrand Delcambre qui soulignait que c'était effectivement une première, une innovation, que le PTNB est intéressé, qu'il allait suivre ça de près pour que cette expérimentation bénéficie à l'ensemble de la filière. Eh bien, à la veille de l'application, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'obligation dès le 1er janvier 2025 pour les communes de plus de 3500 habitants de mettre en pratique la dématérialisation, voilà un support qui peut donner des idées aux uns et aux autres. Clément, je te laisse peut-être expliquer le contexte, après j'expliquerai les outils qu'on a mis en jeu dans cette opération. Oui, en effet, un contexte favorable, si je puis dire, c'est l'histoire d'une convergence de plusieurs acteurs qui ont envie de le faire, et c'est toujours comme ça que les belles histoires commencent. Ça commence par le propriétaire du foncier, qui est l'EPAMarne, qui est un établissement public d'aménagement, et qui, déjà en 2014, en fait, sollicite, lors du congrès HLM, en fait, plusieurs bailleurs sociaux pour exposer son découpage de ZAC, qui s'appelle la ZAC Sycomore, et souhaite lancer des démarches en PC BIM, PC numérique, et notamment auprès des bailleurs sociaux qui, jusqu'à présent, n'étaient pas, je dirais, moteurs dans ce sens. Nous étudions cela depuis quelques temps déjà, et on a été complètement volontaire. On s'est porté, je dirais, acquéreur dans leur appel d'offres sur le lot SY7, comme on dit, c'est-à-dire ce foncier sur lequel nous avons construit 109 logements. Donc ça part de l'aménageur, qui est un acteur local fort. C'est relayé par une mairie qui a envie de rentrer dans cette démarche, relayé aussi par l'agglomération qui s'appelle Marne-et-Gondoire, qui est une agglomération volontaire en construction et qui continue à bien aider le logement social dans son montage. Donc une série d'acteurs qui font que les choses sont favorables et peuvent se faire. Et nous, fin 2014, on rentre dans la démarche, on signe le terrain. Début 2015, nous lançons un concours de conception-réalisation avec ce sujet. Alors je crois qu'on l'avait mis peut-être, oui, c'était le sujet conception-réalisation avec le permis, le PC BIM. Et on a le plaisir d'avoir plusieurs équipes, et notamment l'équipe de François Pellegrin, du BET CET et de l'entreprise générale Coredif, qui nous amène une copie très très bien ficelée, qui nous présente déjà des images de synthèse, et
je me souviens à la soutenance, un petit film même d'organisation de chantier, puisqu'il y a un sous-sol et puis il y a plusieurs parties du terrain qui montrent 2 grues qui sont déjà en action, et en vidéo, on sait déjà comment ça va s'organiser. Donc on est séduit. On les connaît aussi parce que ce sont des acteurs connus et reconnus en la matière, notamment François. Et puis donc on prend le pari et on lance l'ordre de service, je crois, courant 2015, peut-être fin 2015. On travaille ce sujet et on arrive au 31 mars 2016 à pouvoir déposer le premier permis BIM, ce qui était pour nous très intéressant et qui était la continuité de toute cette volonté de bien faire. Voilà. Merci Clément. Je vais enchaîner donc en expliquant les différents outils qui ont été mis en place pour réussir, non pas cette prouesse, parce que finalement c'est pas exceptionnel, il suffit juste de décider et c'est à la portée de tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont déjà équipés de vrais logiciels IFC. Donc on a mis en place Archicad, BIMX qui est on le verra un peu plus tard, qui est une manière de décortiquer en temps réel une maquette, de se promener dedans, de chercher des infos, de les partager, de les annoter. Twinmotion, qui est un outil qui permet de faire du film 3D animé de manière rapide. Artlantis, qui permet de bien traiter des images, de travailler. Alors, c'est pas que pour faire du rendu, tous ces outils. Et d'ailleurs, Clément en est témoin. On les utilisait en phase conception ou en phase mise au point pour peaufiner des matières, des réflexions solaires, plein de choses. FBIM du CSTB pour ce qui concerne le bilan carbone, ArchiWizard pour ce qui concerne la performance énergétique et pas que, puisqu'on gère avec ça le confort visuel. Solibri Model Checker qui est un outil qui permet d'analyser une maquette et de vérifier si des corpus de règles sont ou pas respectés, corpus de règles qui sont confrontés à la maquette. Et puis BIMscreen qui nous a permis de faire des revues de projet. BIMscreen, c'est un outil qu'on a inventé soutenu aussi par le PTNB avec Scale One Portal, BTP Consultant et Architecture Pellegrin qui permet de faire la revue de projet en mode 3D numérique immersif. Et au passage d'ailleurs d'économiser quelques milliers d'heures d'embouteillage alors on l'a fait bien avant que le confinement n'ait été inventé, si je puis me permettre, et donc de permettre de faire des réunions très efficaces, y compris à distance, grâce au 3D partagé immersif. Je ne veux pas dire du tout qu'il faut plus se voir sur les chantiers, mais on peut peut-être arrêter les réunionites qui, quelquefois, pour 10 minutes de temps de parole, une entreprise aura vu consacrer 3 heures de bouchon. Et puis voilà, beaucoup de temps perdu qu'on pourrait éviter. Et puis vous le verrez, on a aussi utilisé un drone et je vous dirai plus tard pourquoi. Bon, ça c'est un aperçu justement des images extraites de BIMX. BIMX, on l'a sur sa tablette. Une tablette, je dis pas que c'est gratuit, mais ça coûte pas cher. Et BIMX, il est gratuit pour tous nos partenaires. Nous, on a un abonnement mensuel qui est très raisonnable. Et donc, mon maître d'ouvrage, l'entreprise, le maire, tous les acteurs peuvent avoir cette maquette en lecture, en annotation. Donc, c'est un vrai outil de travail collaboratif. Vous voyez qu'on fait des sections de coupe, on les passe là où on veut. On fait des sections de plan, on les passe là où on veut. On interroge un objet, on nous dit ce qu'il a dans le ventre et on partage, on capitalise. D'ailleurs, c'est ce qui commence à constituer dès l'esquisse le carnet numérique d'entretien qui, malheureusement, n'est pas encore obligatoire, mais qui devrait l'être. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il ne faut pas le faire dès à présent. Alors, un permis numérique déposé, ça veut dire qu'on a fait le tour de toutes les questions, et notamment le contrôle du programme. Donc, avec nos outils, notamment Solibri, on a pu checker le respect du programme, vérifier, je vais pas balayer tout ce que vous avez sous les yeux, mais vérifier des surfaces de pièces, des largeurs minimum, des hauteurs, la présence d'un équipement, etc. Aussi bien pour les parties privatives que pour les parties communes. Donc c'est très simple, il suffit d'édicter ces règles, et puis ensuite on les fait lire. On les confronte à la maquette et la maquette va produire un rapport d'autocontrôle. Vous voyez, une illustration pour voir bien visualiser les typologies d'appartements. C'est plus confortable une fois qu'on a dit qu'en violet on avait tel type de pièce, en bleu tel autre type de pièce, de voir comment les agencements, les superpositions se passent aussi bien en volume. Là, on est en statique, mais sur BIMX, on tournerait en temps réel. Le maître d'ouvrage pourrait tourner comme il veut autour de l'objet. Il faut aussi avoir démontré qu'on a respecté toutes les règles du PLU. Donc, c'est simple, il suffit de matérialiser les règles
sur une maquette que j'ai précisée blanche, parce qu'en fait, voilà, tout s'est fait, on a inventé le mouvement en marchant. Au début, on avait fait une maquette qui n'était pas blanche, on avait mis tout dessus, il y avait les textures, puis en plus, on avait mis les contraintes de tous les 11 articles ou 14 articles du PLU, si bien qu'il il y avait beaucoup trop d'informations, et trop d'informations tue l'information, ou au moins la compréhension. Donc là, on a décortiqué, article par article, et vous avez là, ici, l'article UA7, qui est l'implantation des constructions par rapport aux limites du terrain. Eh bien, on a donc voilà, dessiné cette bande rouge, on a marqué la dimension de cette bande rouge de recul, et on a toujours le petit outil CUTCH qui est en haut à droite dans Mimix et qui permet à l'instructeur, au maître d'ouvrage, à n'importe qui, d'aller vérifier que ce que nous avons écrit et gravé sur la maquette, c'est bien la réalité. C'est pas 3,08 m ou 3 mètres ou 2,99 m, c'est bien ce qu'on a coté. Voilà. Et pour que la compréhension de tous soit sans ambiguïté, on a collé sur le socle de cette maquette blanche l'article visé. Et on a surligné en jaune ce que nous retenions dans cet article, parce que très souvent, les articles sont rédigés de la façon, si vous faites ci, alors c'est telle règle, si vous faites ça, alors c'est telle autre règle. Donc là, au moins, on a une lecture contradictoire, puisque je précise que tout ce travail, nous l'avons préparé, et ensuite nous sommes allés rencontrer les acteurs pour l'instruction, et on a fait si je voulais être court, on a fait en 2 heures, on a délayé, hein, parce qu'on a parlé plein d'autres choses, mais bref, on a fait en un temps limité à une réunion, une lecture contradictoire du respect des règles du PLU, matérialisée par la maquette. Et d'ailleurs, j'ai oublié de citer un acteur tout à l'heure, il y avait la DDT, la direction départementale, et donc il y avait la DDT, il y avait la ville de Bussy-Saint-Georges, et il y avait EPAMARN, qui tous les trois ont un blanc-seing à donner sur le permis de construire. Donc c'était très intéressant. Et puis il y avait évidemment le maître d'ouvrage et puis l'équipe projet. Voilà, donc cette matérialisation a permis à tous de voir en séance le respect de ces règles. Si ici je prends une autre règle qui est celle des règles frappant des distances à respecter entre 2 bâtiments sur une même propriété. Bon, on a eu l'idée très très simple de modéliser spatialement en jaune le volume découlant de ces règles. On a quand même écrit l'équation, parce que c'est important toujours de se souvenir. Donc on a écrit sur ces volumes que ici c'est L égale H sur 2, etc. etc. Et puis imaginez qu'on tourne autour de la maquette, et donc l'instructeur peut voir à tous endroits si effectivement ces volumes ne sont pas transpercés par aucun volume bâti. C'est quand même vachement plus simple que d'aller rechercher. Alors, il faut avoir encore affiché sur les murs les coupes, les plans, les machins. Et puis, de toute façon, l'instructeur, il y a un moment où il va dire tiens, pourquoi il m'a fait une coupe ici et pas une coupe là? Allez, avis d'incomplet, je caricature bien sûr, avis d'incomplet, et on repart pour 2 mois. Alors que là, on va pouvoir faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir faire des coupes en temps réel, donc, et mesurer. Donc, il ne peut pas y avoir d'informations manquantes. Sachant ça, l'archi, il a intérêt, mais c'est ce que tous les archis font, à réfléchir 7 fois son projet, tourner 7 fois son projet dans sa tête, le matérialiser en conséquence, parce que là, il n'y a pas d'erreur cachée possible. Je veux dire, tout va éclater. S'il y a des divergences, ça va éclater aussi explicitement. Voilà. Si j'en viens maintenant au calcul d'emprise, eh bien là, je suis tranquille. Voilà l'emprise des bâtiments. C'est le logiciel Archicad qui l'a dessiné. Il n'y a que 2 chiffres après la virgule. Il peut rien avoir 10 derrière. L'instructeur peut recalculer de toutes les façons qu'il veut. Il trouvera les mêmes sommes. Alors, vous voyez, là, on est sur l'article 13 sur les espaces libres et plantations. Là, on a ramené les textures, les couleurs, et si je clique sur un arbre en particulier, je saurai que ça c'est un arbre, un sujet de telle caractéristique, une croissance de telle chose, et sur d'autres logiciels, Twinmotion, Artlantis ou autre, je pourrais simuler le paysage le jour de la livraison et le paysage à 10 ans ou à 30 ans.
Voilà, un exemple d'image sur Atlantis où là on peut travailler longuement les lumières. La lumière, on triche pas là, c'est la course du soleil, c'est des brillances de matériaux, c'est le reflet. Si le sol est blanc, eh ben ça va refléter directement ma façade, enfin la lumière sur la façade. Tout ça est pris en compte. Donc on peut installer vraiment par la réalité virtuelle la perception qu'on aura dans la vraie vie. Je souhaite insister sur ces outils de simulation et d'autocontrôle parce que je considère que si on dépose un permis de construire, c'est qu'on a tout vérifié. Si on ne l'a pas fait, ben, il va falloir faire un modificatif, c'est du temps de perdu pour tout le monde, c'est de l'insatisfaction, ça ne sert à rien, on gâche du temps, donc de l'argent. Donc on va devoir aussi vérifier la bonne conception qui se fait dès l'esquisse, a fortiori aussi, qui se revérifie au moment du dépôt du permis de construire. Alors, avec les outils que l'on a, à partir d'Archicad, d'Archiwizard, enfin tout ce que j'ai cité, on pourra faire de FBIM du CSTMA, on pourra faire des contrôles de l'ensoleillement, des performances thermiques, bilan environnemental, bilan carbone, on peut mesurer plein de choses. Dès que c'est du numérique, on peut tout vérifier. La seule chose qu'on ne sait pas vérifier avec un ordinateur, parce que ça reste du subjectif, c'est le beau. Qui est fameux article 11, on y reviendra tout à l'heure. Voilà par exemple une vue directement extraite de la modélisation sous Archicad, mais lue par Archiwizard. J'ai en temps réel, à l'heure que je décide, sur le mois, sur le jour, sur l'année, j'ai l'effet des ombres portées. Et d'ailleurs, ça nous a permis des bons débats avec la mairie en disant, vous voyez, bon, tel qu'est rédigé le PLU, eh bien, les deux premiers immeubles en bas à droite, en tout cas le premier, fait de l'ombre sur le second. Si on avait eu un peu plus de souplesse, on aurait peut-être pu optimiser, mais bon, on a respecté les règles et les gabarits, et voilà. Donc ça permet quand même d'éclairer le débat et d'avoir des discussions en amont avec la mairie. D'ailleurs, on l'a eu aussi au sujet de Balcon, quand ils ont vu comment on avait traité les choses. On a dit, mais ça, c'est tout à fait conforme à votre PLU, et Madame le maire a réalisé que c'est pas ce qu'elle avait dans la tête. Donc, spatialiser un PLU, ça a du sens parce que ça permet à l'élu de se rendre compte de ce que le règlement va générer en forme urbaine. Je peux apprécier le confort visuel, notamment savoir le nombre de luxe qui arrive à tel endroit dans l'appartement ou dans le bureau. Hein. Et cet outil-là est un outil qui calcule en temps réel. C'est-à-dire que si je modifie, oui, il y avait des stores extérieurs, des volets bois sur le loggia. Si je modifie leur incidence, leur épaisseur, j'ai dans la seconde un nouveau spectre. Et même si je ne suis pas spécialiste de la lumière, même si je ne suis qu'architecte, eh ben, je comprends dans quel sens j'améliore ou dans quel sens je dégrade. Donc voilà, un outil didactique qui en plus permet des présentations à son maître d'ouvrage qui sont totalement explicites. À partir de là, on peut discuter, c'est autre chose que de produire des tonnes et des tonnes de feuilles avec des abacs et des choses qui sont totalement abstraites. Là, on n'a plus qu'à croire l'expert, alors que là, on visualise les phénomènes. Pareil pour calculer le bilan carbone, donc on a utilisé les IFC, le logiciel FBIM Melody, et puis on a caractérisé les parois en allant chercher sur la base de données INES. Alors ça c'est encore un peu besogneux, mais ça s'améliore pour pouvoir faire un bilan carbone et verser au débat des graphes de synthèse comme celui-ci, où on peut très bien donc simuler plusieurs parties constructives. Hein. Je suis en bois, je suis en acier, je suis en béton, je suis en mixte. Qu'est-ce que ça donne comment le graphe se déforme selon les technologies constructives? Je pense qu'à la veille de la RE 2020, ceci a tout son sens. Et ces outils de simulation ont leur place et il faut les utiliser. Autre élément très important qui s'est fait là avec Solibri, je vous parlais tout à l'heure de ce checker, cet analyseur de maquette qui permet de délivrer un autocontrôle, enfin de matérialiser l'autocontrôle, puisque vous avez à gauche des flèches en gros, enfin, ou des indicateurs rouge, vert ou orange, selon que c'est totalement réglé, ou il y a un problème, voilà. Et donc, vous matérialisez, c'est le logiciel qui va calculer directement. Là, c'était des distances de circulation. Ça, c'est toujours vu sur le projet de Bussy-Saint-Georges, donc calculer des distances pour voir si on est bien conforme à la réglementation. Oui, donc, c'est quand même un confort intellectuel extraordinaire, autant pour l'architecte autour du projet que pour les BET qui l'accompagnent,
que pour l'instructeur, lorsqu'ils auront tout ça, ou peut-être qu'ils admettront que le rapport d'autocontrôle que nous leur délivrons est digne de foi, ce qui veut dire qu'il faut une certification de ces logiciels, il faut être sûr qu'ils disent bien la vérité, mais voilà, qui pourrait raccourcir les délais. Et raccourcir les délais, c'est de l'argent pour l'acquéreur ou le locataire futur, l'argent économisé. Ça, c'est pour dire que même avant d'avoir des outils sophistiqués comme Solibri, rien qu'en jouant avec Excel, en téléchargeant de sa maquette numérique sur un tableur Excel, on peut parfaitement aller repérer les hauteurs d'allège et vérifier ce qu'on appelle le C+D. Voilà, et là d'autres illustrations qui répondent à la même logique. Il s'agit là de vérifier des encombrements, notamment vis-à-vis des personnes à mobilité réduite, respecter une contrainte particulière émise par le maître d'ouvrage qui dit quand j'ai un mur sur lequel je vais adosser des meubles de cuisine et qu'en retour j'ai une façade vitrée, je ne veux pas avoir moins de 70 cm entre le tableau et le mur. On comprend bien la logique de pouvoir ouvrir confortablement. Cette règle, vous la prenez, vous la manipulez, vous l'intégrez à l'esquisse, vous l'intégrez à l'APS, vous l'avez intégré à l'avant-projet détaillé. Et puis, au stade projet, il y a un isolant qu'il faut rajouter. Le cerveau, il se dit, ça, je l'ai vérifié 36 fois, donc voilà, ça doit être bon. Et puis, on oublie, et puis on transgresse. Voilà. Et puis, au moment du chantier ou de la livraison, on se rend compte qu'on a oublié ce truc-là. Bon. Donc, voilà, le checker, il est fait pour être utilisé à tous les stades. Je passe sur les ronds handicapés. C'est quand même plus reposant pour le cerveau humain de faire confiance en une machine pour tracer des cercles et dire là où ça passe moins. Et puis là, je vais repasser la parole à Clément Lhomme parce que on a donc, je vous l'ai dit, inventé cet outil d'immersion. Ça existe dans le monde automobile. Ça n'existait pas vraiment dans le bâtiment. Dans le monde automobile, c'est des endroits où on se déplace, où tous les acteurs se déplacent. C'est une boîte, on met des lunettes, etc. Non, nous, ça ne peut pas marcher dans le chantier. Il faut que ça se passe sur le chantier. Donc, une petite valise que vous apercevez au pied de l'écran, dans l'image en bas à gauche, on ouvre la valise, on branche. Il y a un vidéoprojecteur qui projette sur l'écran de la cabane, il n'y a pas besoin d'un écran perlé. Et puis, on a une tablette qui permet de piloter la navigation, décortiquer le projet, d'afficher que les fenêtres, les escaliers, prendre des outils, des codes, des mesures, faire des annotations. Voilà. Et donc, si Clément, tu veux apporter ton témoignage par rapport à cet outil d'immersion qui a permis, d'ailleurs on voit le président des Pas-Marne, qui est maire de Bussy maintenant, il y avait des acteurs qui étaient venus voir ce côté, c'est un côté un peu spectaculaire, mais au-delà du spectaculaire, c'est un vrai outil de collaboration. Oui, en effet, ça permet de visualiser. En fait, c'est la conséquence de tout le travail que François a expliqué juste avant. C'est-à-dire que des personnes dont ce n'est pas le métier et qui sont élus, à qui on a vendu 2 ans plus tôt, je dirais, une qualité de conception et une qualité de matériaux et d'implantation de bâtiments, eh bien, ça leur permet vraiment en 3D de pouvoir, je dirais, traverser une pièce, se rendre compte de tel apport lumineux et d'être dans cette réalité virtuelle qui est très intéressante puisque en fait elle permet à distance d'économiser, des déplacements économisés et puis de toucher quasiment du doigt ce que sera la construction demain. Donc ça, on l'a fait juste avant en période de préparation de chantier ou juste après, de manière à bien pouvoir se rentrer dans le projet et dire aux différents acteurs et notamment les élus que ce que l'on a dit, on le fait et ce qu'on a projeté, ça devient concret très, très, très concrètement. En fait, vous avez vu tout à l'heure l'outil. Alors nous, c'était notre première expérience, mais dès la conception, même dans l'implantation du plan masse, en fait, des différents composantes du programme, on souhaitait 11 maisons individuelles, on souhaitait 11 logements individuels groupés. Ce sont quand vous reprenez le plan masse, c'est 4x4 logements qui ont un accès direct vers l'extérieur. Ce sont 4x4 logements individuels groupés. Et puis 82 logements qui sont sur 5 petits collectifs de 16 logements. Vous voyez, donc c'est vraiment
chaque petit plot est à taille humaine. Et finalement, sur une parcelle comme celle-ci, qui est assez vaste, mais qui est bien agencée comme vous le voyez sur le plan masse, ça fait 109 logements. Donc, c'est assez impressionnant de pouvoir placer autant de logements dans une bonne qualité, je dirais, de bien vivre ensuite la résidence. Les vis-à-vis sont étudiés. On en a parlé par rapport aux effets d'ombre des bâtiments, par rapport aux balcons qui sont décalés par rapport aux vues directes et indirectes. Donc, tout a été calé avec ça, donc sur le plan masse. Et ensuite, à l'intérieur du logement, on a pu se rendre compte qu'on a des espaces qui sont intéressants et qui peuvent en fait être changés en avant-projet tout en évoluant. Et donc, c'était très participatif. On parlait tout à l'heure de cet outil qui rend participatif, mais finalement, c'est une conception qui va s'agrémenter des souhaits, des besoins de chacun. On en a parlé, réglementaire dans un premier temps, PLU, réglementation thermique et autres. Et puis nous, on a un cahier des charges de 63 pages que François vous a pas détaillé, mais c'est très précisément conforme à ce que nous souhaitions. Et ça, c'est très, très intéressant de pouvoir rassurer avec un outil qui va checker l'ensemble de nos obligations et données, en fait. Et Clément, j'enchaîne en disant qu'on a pu tester avec le gardien de la résidence, qui avait vu avant le carnet de plans, des perspectives, voire même la maquette, parce que c'est lui qui allait gérer sur place au quotidien. Eh bien, il n'avait pas fait de remarques sur le carnet de plans, il n'avait pas fait de remarques sur les pièces habituelles. Ben, quand on lui a mis les lunettes et l'écran 2 mètres par 3, il a dit, ah mais attendez, la boîte aux lettres, là, ce serait peut-être mieux si ceci, si cela. Voilà. Donc, le fait de pouvoir se promener, il a fait sa tournée virtuelle, et il a eu des propos et des suggestions tout à fait pratico-pratiques qu'il n'avait pas pu émettre avant. Tout à fait. On s'en est servi aussi pour travailler avec le lot serrurier, avec le gros œuvre, pour voir les assemblages avant que ça se passe, voir comment on allait monter le truc. Et moi, j'avais imaginé que le grutier serait intéressé. J'ai dit, tiens, on va faire venir le grutier et on va le projeter. Alors évidemment, on avait simulé, on s'était placé à la hauteur du grutier et simulé le chantier. Et moi, je m'attendais à ce qu'il dise, ah ouais, c'est génial, etc. Il m'a dit, moi, vous savez, de toute façon, j'obéis au mec qui est en bas. C'est lui qui me donne des ordres. Donc, moi, je n'invente rien, etc. Mais par contre, le mec qui était en bas, lui, ça l'intéressait de voir comment le gars percevait de haut ce qui se passait en bas. Vous voyez, donc on trouve des usages, des cas d'usage qui sont pertinents pour la bonne marche du chantier. Alors, un permis de construire, on a vu. C'est un document administratif. Alors, je précise, on l'a précisé d'ailleurs tout à l'heure, c'est que jamais on installera sur une maquette seule. On l'a déjà dit, une maquette seule, elle n'a pas d'échelle, donc c'est dangereux. On ne sait pas si c'est un avant-projet sommaire, une esquisse ou un projet détaillé, ou un projet fini. Donc, il faut toujours l'accompagner d'un PDF sur lequel il y a un cartouche avec l'auteur, la date, la phase de projet et donc la responsabilité juridique afférente à tout cela. Le permis de construire, une fois déposé, on l'exécute. Si on a bien travaillé en amont, il n'y a pas de raison qu'il y ait 1 centimètre de décalage quelque part. S'il y a 1 centimètre de décalage quelque part, c'est soit le maître d'ouvrage a changé son programme pour une bonne raison, qu'il ne pouvait pas anticiper avant, soit on avait mal conçu ou mal réalisé, on a dû bricoler. Il faut déposer un modificatif, et ça, enfin voilà, c'est pas le bon système. Donc il y a une manière de vérifier. Tant qu'à innover, on a innové jusqu'au bout, puisqu'on s'est dit, si on faisait passer un drone et qu'on recueillait un nuage de points, il suffirait, une fois le projet terminé, de superposer ce nuage de points à la maquette numérique déposée au niveau du permis, et on peut autodéclarer sa conformité ou sa non-conformité. Voilà. Quand on sait que les contrôles de conformité se font une fois sur je ne sais pas combien, alors peut-être que ça arrange tout le monde, ça, mais enfin, soyons objectifs. Aujourd'hui, on doit tenir des engagements, on dépose un permis, on doit réaliser conformément à ce permis. Donc voilà, il y a une idée très simple, c'est utiliser le drone ou le relevé géomètre pour
comparer, et ça peut se faire automatiquement. Là, on a dû pas mal tâtonner, définir avec le pilote que vous voyez là, le survol, le bon angle, parce qu'il n'y avait pas de précédent, quoi. On a inventé le truc, et si on était trop bas, on ne voyait pas tout, alors il fallait faire X passages, donc on a essayé d'optimiser. Vous voyez, il y a des cibles qui sont marquées, parce qu'il faut, le périmètre était grand, donc il faut pouvoir recoller les nuages de points. Voilà, il y a donc toute une méthodologie à inventer, et après, en superposant, la première fois, ça ne marchait pas bien, parce que la densité des points n'était pas assez dense, assez précise. Et la deuxième fois, sans refaire un survol, hein, on a pu retravailler sur la densité. Alors c'est des heures et des heures de calcul parce que c'est gourmand, mais voilà, on y arrive. Donc un petit outil que je signale à la communauté du bâtiment, ne vous en privez pas. Pour terminer. La BIM ne fait pas le moine, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la compétence derrière, ça ne sert absolument à rien. Hein. C'est-à-dire qu'il faut des gens compétents pour bien exploiter le BIM, et ils existent, ces gens compétents, il faut juste qu'ils se forment maintenant à bien maîtriser ces outils. Les outils existent, ils sont comme souvent bien en avance sur ce que l'homme, enfin sur l'usage que l'homme en fait. Voilà, donc tout ça progresse très bien. Et puis, BIM ou has-been, parce que le temps passe très vite et ceux qui refusent d'y aller, ils vont se trouver marginalisés, has-been donc. Et voilà, donc à nous de choisir la vitesse à laquelle on veut y aller. Merci. Merci à vous. Oui, donc l'avantage se voit aussi en termes d'exploitation, puisque nous pouvons, une fois l'ouvrage réceptionné, donc suivre la vie du bâtiment en termes de clos et de couvert, et donc de sa maintenance à prévoir dans les X années qui suivent. Hein. Donc vous avez des gammes de maintenance de peinture quelques années après la livraison, vous avez des gammes de maintenance un peu plus longues sur la couverture et le clos couvert, que l'on aura à changer dans 20 à 25 ans. Donc on peut déjà prévoir dans un outil les différentes programmations et budgétaires, autant budgétaires qu'opérationnelles. Ça, c'est d'un point de vue patrimonial. Et d'un point de vue gestion locative, eh bien, on peut, à nos différents clients et locataires, montrer en 3D le futur logement qu'ils vont occuper. Donc, le gardien peut montrer les avantages du logement à distance, avant la visite que les uns et les autres peuvent faire quand le logement est libéré. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages aussi en aval après le permis BIM. Oui, bien sûr. Il faut rappeler évidemment qu'un bâtiment va mettre un an et demi à le concevoir, 2 ans à l'exécuter, et derrière, s'il est réussi, il va rester sur 100 ou 200 ans et plus ses finités. Donc il ne faut pas oublier cette finalité qui est celle de l'usage agréable et durable d'un bâtiment. Tout à fait. Oui, une tablette, c'est bien pratique parce qu'en fait, voilà, moi, tous les projets de l'agence. Certains pèsent, vous voyez, ici 185 mégaoctets, d'autres 46, enfin voilà, bon. Il y a tout ça. On va aller sur Bussy, parce que je ne vais pas vous montrer tous mes autres projets, c'est pas le sujet du jour. Normalement, on les classe par ordre alphabétique, donc on ne devrait pas tarder à arriver sur le B, comme Bussy. Voilà. Et donc, là j'ai plusieurs versions, mais je vous montre celle du projet d'origine de avril 2016. Ah, c'est pas un montage, c'est la vérité. Et donc, j'ai cliqué sur mon modèle, je l'ouvre, et je le vois en 3D. Voilà le temps d'ouverture. J'ai peut-être ouvert un peu vite, je voudrais d'abord vous montrer ça, vous voyez. J'ai tous mes plans, je vous ai parlé d'un PDF, en fait j'ai mon cahier de projet. J'ai toutes les PC1, PC2, PC3, toutes les pièces officielles qui sont là. Donc je vais visualiser des plans, des choses, et moi je dois démontrer que mon plan, il est bien extrait de la maquette, voilà, sans retouche d'aucune sorte. C'est important parce que c'est toujours ma trilogie: transparence, confiance, garantie de performance. La maquette illustre parfaitement la transparence. Je peux aller partout, mais mieux que ça, mon client ou l'instructeur peut aller partout. C'est pas moi qui dicte ou qui impose les vues que je veux qu'on voit
et qui ne montre pas celle que je ne veux pas qu'on voit. Voilà. Là, il va aller partout, il va se promener. Et cette transparence va installer la confiance, parce que quand on aura bien compris que cette maquette, qui est l'avatar du bâtiment avant sa construction, ou des bâtiments, eh bien, c'est le tel que conçu. Après, il faudra faire le tel que construit. Et la maquette va accompagner comme ça, de bout en bout, le projet. Eh bien, transparence plus confiance, ça nous amène facilement, sereinement, à la garantie de performance, parce que si j'ai confiance en cette maquette, toutes les simulations que je fais, ensoleillement, prospect, efficacité énergétique, bilan carbone et autres, sont dignes de confiance. Voilà. Donc tout ça, ça marche ensemble, et tout ça, c'est sous-tendu par le BIM, par les IFC. Je suis bien dans les IFC d'ailleurs, parce que si je clique sur ma toiture, eh bien, j'obtiens son pédigré, et là, je vais partager ces informations qui seront enrichies d'ailleurs par d'autres que moi, le thermicien, le couvreur, etc., et qui finiront dans le DOE numérique, dossier de recollement numérique, pour les 100 ans qui suivent. Hein. Et si j'ai une fuite, un problème de cette toiture, c'est quand même plus simple de dire à l'entreprise, il faut non pas que vous alliez sur place pour me faire un devis, parce que je vous donne la maquette, voilà les trucs, voilà les obstacles, il y a la VMC, bon là tout n'était pas présenté au stade du permis, mais voilà les obstacles, les solins, les difficultés. Pour le code d'accès, il n'y a pas de problème, puisqu'avec son smartphone, il aura l'autorisation d'accéder parce qu'il sera identifié, etc. Et il ira directement sur la terrasse, et il aura évidemment l'interdiction d'aller inventer le moins de mètres carrés, parce que tous ces mètres carrés, tout le monde les a, avec 3 chiffres derrière la virgule, donc ça évite aussi des devis trop vite faits et qui quelquefois ne reflètent pas toujours la réalité. Voilà. Donc on voit qu'on a là un outil quand même qui est précieux, puisqu'il embarque de l'information. Il permet évidemment de voir et de découvrir le projet. Hein. Je peux me placer n'importe où, voilà, et puis aller me promener. L'avantage de BIMX, contrairement à beaucoup d'autres visualisateurs, c'est qu'il embarque les textures. Donc je suis pas là dans la réalité virtuelle, hein, mais je suis proche de la réalité, et je suis pas sur une maquette blanche qui serait insuffisante pour, comme ça, un peu sculpter le projet. Je vais donner à voir, vous avez en bas à gauche une petite coupe, hop, j'ai cliqué sur le symbole coupe, et je vais pouvoir aller de la cave au grenier, voir comment mon bâtiment est construit, comment ça se superpose. Je peux zoomer, je peux voir plein de choses très utiles et qui seront appréciables à chaque phase des projets. Je vous ai montré le plan, mais c'est pareil en coupe, par exemple. Imaginons que ce qui s'est passé, on est en stade d'instruction. Voilà, je présente une coupe. J'ai un grand nombre de bâtiments. J'ai fait un grand nombre de coupes, mais il y aura toujours la coupe qui manque. Alors, j'ai proposé celle-là, il y a le cartouche, comme je vous disais, il y a l'échelle, il y a son repérage, elle est ici et pas ailleurs, il y a une date, voilà, il y a une responsabilité juridique, et ça caractérise, c'est un plan à telle échelle qui sert à tel usage. Voilà, et bien, ce que j'ai fait en plan, je vais pouvoir le faire en coupe, je vais pouvoir virer mon calque, qui lui passe à l'endroit bien précis, et je vais pouvoir ensuite me promener et faire autant de coupes que l'instructeur ou que l'entreprise ou que quiconque a besoin à n'importe quel endroit du projet. C'est millimétrique, même moins si on veut. Enfin, disons que c'est millimétrique. Et voilà, je peux comme ça faire 1 millier de coupes puisque la largeur fait 100 mètres. Je ne vais pas faire que ça. Je peux aussi, en prenant le petit symbole Kutch, la règle, en haut à droite, aller chercher ma règle, l'outil règle, et puis je peux aller mesurer, alors il va reconnaître un point chaud, je peux aller mesurer une hauteur, un angle, hein, vous voyez les angles ici, au-dessus de mon doigt, et puis je peux aller mesurer une surface, voilà, je peux faire plein de choses. Donc ça veut dire qu'en temps réel, là je prends l'exemple du permis de construire, mais c'est pareil pour n'importe quelle autre instruction, hein, ou la réception d'un avant-projet détaillé par le client, il peut en temps réel avoir son carnet PDF qui feuillette, et puis sur la maquette contrôler des choses qui sont importantes. Voilà, donc c'est QFD. Ce que on peut également avoir, c'est, je vous l'ai dit,
On peut évidemment rentrer à l'intérieur des pièces, aller mesurer des choses. Enfin, tout ce qu'on a vu à l'extérieur se passe pareil à l'intérieur. Je vais embarquer comme ça plein d'informations qui est partageable. Alors revenons tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'instruction et la matérialisation des contraintes du PLU sur ma maquette blanche. Donc je sors de Bussy permis de construire et je vais aller chercher d'autres. Voilà, ici on voit, vous voyez, BIMX UA8, donc l'article 8 que je vais ouvrir. Donc là, voilà, j'ai fait autant de maquettes blanches que d'articles du PLU. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'utilisation pour la vérification des règles de prospect interne qui régissent des distances à respecter par des bâtiments qui sont sur une même propriété. Donc vous voyez, je vous expliquais qu'on avait fait une maquette blanche, une fois, pour toutes, et puis après, on a, pour chaque article, gravé les règles dessus. Mais on a aussi gravé sur la maquette, ou posé, on a fait un copier-coller de l'article du PLU, en l'occurrence l'article 8, pour vérifier, pour avoir une lecture contradictoire avec l'instructeur. Voilà, on a surligné, c'est bien ça, et pas ça, ou si, que l'on instruit. Une fois qu'on est bien d'accord là-dessus, eh bien là, on a matérialisé, vous voyez, les règles, qui étaient la règle que la longueur, enfin la distance, doit être supérieure ou égale à la hauteur divisée par 2. Voilà, donc j'ai écrit l'équation pour que ce soit très clair. Il se trouve que notre bâtiment fait 8,10 m, donc H sur 2 égale 4,05 m. Voilà, donc j'ai marqué, j'ai construit le volume capable, et donc l'instructeur peut très rapidement se promener et vérifier qu'on est bien dans le cas de figure. C'est quand même beaucoup plus reposant intellectuellement que de se dire où est-ce que je risque peut-être de louper une information parce qu'il manque une coupe. Donc je vous ai fait tout à l'heure l'avis d'incomplet et la lenteur que ça introduit dans l'instruction. Voilà, donc c'était tout simple, il suffisait juste d'y penser. On n'est pas des génies, on a juste voulu utiliser le BIM et BIMX à bon escient. Voilà, et donc une démonstration très simple de l'efficacité de l'outil. Il y a bien sûr la petite règle, toujours, qui permet d'aller vérifier que si on a mis 8 mètres, enfin qu'on a dit une cote etc., qu'on est bien dans la vraie truc. Et c'est là qu'à partir de cette transparence, on installe bien la confiance. Parce que l'archi ne va pas s'amuser à dessiner des volumes tronqués, ce serait vraiment trop grave, ce serait en plus une erreur tout à fait caractérisée. À la limite à la main, peut-être qu'on peut oublier un truc à un moment et dire ah ben non, oui, on n'a pas vu. Mais là c'est pas possible, puisque nous-mêmes on fait cette modélisation pour notre propre autocontrôle, et cet autocontrôle sert aux autres à vérifier et à faire leur contrôle à eux. Voilà. Donc si on a confiance dans cette maquette et dans cette modélisation et dans cette façon d'embarquer les règles, on va gagner un temps fou. Voilà. Et donc c'est un peu l'idée de ce permis de construire numérique. Alors encore une fois, je dis, ça n'affranchit pas du PDF pour les raisons qu'on a expliquées, mais c'est un outil d'accompagnement qui peut permettre aux instructeurs d'être plus sereins, de pouvoir faire en un temps plus compact, d'avoir une bonne vision du projet. Voilà, avec les architectes des bâtiments de France, c'est pareil, on peut mieux voir parce qu'on met le contexte. Là, quand on a démarré cette opération, on était vraiment sur des champs des anciens champs de betteraves ou d'autres cultures. Voilà, mais en milieu urbain, on imagine bien, on a plein de projets, mais enfin, c'est d'autres sujets. J'ai plein de projets en milieu urbain à Paris, avec des règles, des prospects, des bâtiments mitoyens compliqués. Franchement, pouvoir appréhender tout ça en 3D et tourner autour aussi simplement qu'on l'a vu, c'est du bonheur.